Hello et bienvenue dans le podcast La Psy des entrepreneuses. Je suis Julie Denis, je suis psychologue et la fondatrice de Nasali. J'accompagne les entrepreneurs à prendre soin d'eux pour qu'ils puissent à leur tour prendre soin de leur business. Parce qu'un entrepreneur bien dans ses baskets, c'est un des leviers clés du succès et de la durabilité de l'entreprise. Ici, on parle bien-être et épanouissement, mais aussi galères, challenges et santé mentale et surtout comment on fait pour les gérer. Dans la série Sur le divan avec, j'interviewe des entrepreneuses inspirantes. Sur le divan comme chez la psy ou comme avec une copine, elles se livrent sur leur vécu plus que sur leurs accomplissements. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour Fatima, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Julie. Alors j'ai l'habitude de commencer par une petite bio brève. Tu me corrigeras si j'ai fait des erreurs, si j'ai pas bien fait mes devoirs. Tu as commencé tes études en faisant un an d'architecte d'intérieur. Ensuite, tu as fait un master à l'ULB en sociologie et en anthropologie. Tu as enchaîné avec un post-graduat et tu as fait de la recherche, toujours en sociologie, toujours à l'ULB. Tu as travaillé dans le privé, dans le public, au Parlement francophone bruxellois. J'ai découvert tout ça, donc dans des postes différents aussi, donc des secteurs différents, mais des postes différents aussi, en marketing, RH, l'accompagnement à l'emploi. Si j'ai bien vu, c'est là que tu as commencé à te former en coaching aussi et tu as suivi pas mal de formations en coaching. Et ensuite, tu as travaillé comme assistante de direction, donc des postes et des secteurs très, très variés. J'ai vu qu'ensuite, tu avais bossé chez Job Yourself, pour ne pas les citer, où tu as continué à accompagner toujours vers l'emploi, mais vers l'emploi qu'on se crée soi-même, l'entrepreneuriat. Et puis enfin, tu as cofondé Vidia d'abord, et puis Zen et Pur et Itia, où tu as créé, développé tes propres produits, vos propres produits, parce que vous l'avez fondé à 3. Dans ce que tu as fait, est-ce que ça correspond dans les grandes lignes? Tu y es à, je dirais, 99. J'ai été assistante du président du Parlement francophone bruxellois, mais ce n'était pas assistante de direction, on appelle ça secrétaire. Ah oui, d'accord. C'était des petits détails. J'ai effectivement fait 2 années de doctorat, et donc ce n'était pas vraiment de la recherche, c'était plus vraiment un doctorat dans lequel, qui n'a pas abouti pour des raisons peut-être dont on parlera plus tard. Oui. C'est un peu spécifique. Oui, pour le reste, tu as bien fait tes devoirs, bravo. Ok, alors peut-être comme première question, tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat il y a 7 ou 8 ans. Comment est-ce que tu as décidé, ou vous avez décidé, parce que ce n'était pas un projet solo, mais comment est-ce que vous avez décidé de vous lancer? C'est jamais anodin. Alors, pour ma part, moi, je suis vraiment issue d'une famille très protectionniste, très traditionnelle, il faut faire des études, il faut essayer de gravir les échelons un maximum, et puis gagner ton argent à la sueur de ton front, mais en étant salarié. Donc, je n'ai absolument pas la culture de l'entrepreneuriat. Je savais pas ce que c'était. Les seuls exemples que j'avais, c'était plutôt des échecs. Mon père qui se décide de lancer une petite épicerie à un moment donné, out of the blue, tu vois, parce qu'il avait acheté une maison de rapport et qu'il y avait un petit espace commercial. Il s'est dit, tiens, je vais lancer une épicerie. Évidemment, il a décidé de ne pas vendre d'alcool et de cigarettes, donc il s'est un peu cassé la gueule rapidement. Et donc, ouais, c'était surtout éloigne-toi de ce milieu-là parce que c'est pas ce qu'il faut. Et donc, moi, j'ai absolument pas, ni pendant mon adolescence, ni pendant mes études, ni pendant les années où je travaillais, envisagé d'être entrepreneur. L'entrepreneuriat, je suis tombée un peu dessus par accident. Okay. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'étais entrepreneur quand j'ai commencé à faire le taf d'entrepreneur. Je me disais, ah putain, mais je suis entrepreneur là, sérieux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc Vidia, qui est ma boîte, je peux dire en 2 secondes ce qu'on fait? Bien sûr. Donc Vidia, notre métier, c'est de sourcer, d'importer et de distribuer des produits impeccables. Ils sont sains, ils sont éthiquement sourcés, ils sont délicieux et je les distribue via différents canaux. J'ai commencé avec un e-commerce. Et donc, ça nous a permis aussi de nous internationaliser. On a d'ailleurs plus de 80% de notre clientèle qui est française sur l'e-commerce. C'est quand même assez marrant. On a plus tard ouvert une petite boutique, un flagship store dans le centre de Bruxelles, dans les Marolles, à la rue des Tanneurs. Et cette petite boutique, c'est notre laboratoire. C'est là où on teste tous nos produits, on s'amuse, on rencontre nos clients. C'est vraiment un petit cocon hyper mignon. Moi, je dis que c'est notre petite tanière de Hobbit. Les gens arrivent, ils sont super bien reçus, vraiment dans la vibe de Vidia. Et puis, le dernier canal par lequel je distribue mes produits, c'est via des partenaires B2B, donc d'autres magasins. Donc, mes produits sont
aussi distribué dans d'autres boutiques, des boutiques qu'on adore parce qu'elles sont toutes petites, elles sont mignonnes, et puis des plus grosses chaînes, mais toujours dans le bio. Et donc, oui, Vidia, à la base, c'est pas ma création. Vidia, c'est la création de Grégory et Alain, qui étaient mon associé. Donc, on était 3 au départ, nous ne sommes plus que 2. Et donc, Grégory et Alain lancent Vidya Ayurveda. Vidya Ayurveda, ça veut dire, en sanskrit, donc une ancienne langue indienne, la connaissance de comment vivre longtemps et en bonne santé. T'as vu tout un programme. Tout un programme, exactement. Et donc, ils se lancent là-dedans, ils font de la cuisine ayurvédique, ils s'amusent, ils font plein de trucs et tout. Et moi, je les vois, j'ai l'impression que c'est 2 potes. Greg, donc, est ingénieur de formation, il a fait les grandes écoles parisiennes, etc. Alain, c'est un geek de dingue, il a bossé chez UPS, etc. Comme data analyst, programmeur, voilà. Ils font leurs petits trucs de mecs qui ont envie de changer de life, tu vois. Et moi, je suis toujours en struggle, je suis toujours un peu dans le monde du salariat, et je les vois faire leurs trucs, mais ça me branche pas, tu sais, ces cuisines ayurvédiques, j'ai l'impression que c'est un peu roulé sous les aisselles. Je suis là, ils ont fait un site, il est moche comme tout, et moi, je suis là, ah, ok. Et ils me demandent à plusieurs reprises, viens, on a besoin de toi, on a besoin de ton input, je suis sûre que tu vas apporter quelque chose et tout. Et tu sais, jumper dans un truc qui existe déjà, c'est un peu bizarre, tu vois, parce que tu te dis, comment est-ce que je vais faire mon truc, montrer ma patte. Et puis, à un moment donné, je craque et j'y vais. Et c'est comme ça que s'est créée mon aventure entrepreneuriale au départ. Un peu sur un serendipity, tu vois. Ouais. Genre une espèce d'accident miraculeux. Donc, j'y vais, je me lance avec eux. Ça n'a pas été facile dès le départ parce que c'est quand même, même s'ils sont hyper cool, il y a quand même, tu sais, toujours des petits relents un peu machistes, des petits trucs, ils se sont fait leurs petits trucs à 2, puis t'arrives, tu leur dis, bon les gars, et puis personne t'écoute, et t'es là, tu répètes 5 fois, oh, les gars, vous m'écoutez. Donc voilà comment j'ai dû un peu aussi montrer de quel bois je me chauffais. Donc voilà, et puis j'ai fait ma place, et puis je leur ai vraiment prouvé que voilà, je pouvais faire la différence dans Vidia. Donc on va dire, Vidia aujourd'hui, c'est vraiment Vidia 3.0, quoi. Vidia, à la base, c'était un peu différent. Et donc, voilà comment je suis arrivée dans l'autre. Qu'est-ce qui faisait que, parce que j'entends, ils t'ont demandé plusieurs fois de rejoindre l'aventure. T'as hésité au départ. Qu'est-ce qui te faisait hésiter ? Premièrement, Grégory, qui est donc mon cofondateur aujourd'hui, est accessoirement mon mari. Oui. Je dis à chaque fois accessoirement, les gens pensent que c'est mon running gag, tu vois. Mais c'est pas un running gag, c'est accessoirement mon mari, parce que je me disais, putain, on est mariés depuis plus de 20 ans, ça fait un bail, ça fait très 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 long quand même. Je me suis dit, attends, on est mariés, on vit ensemble, on a des gosses ensemble, on va bosser ensemble, ça va faire long, quoi. Et puis, en fait, on est tellement différents, on est tellement complémentaires, qu'en fait, non, ça s'est super bien passé. Donc, c'était un peu une limite que je m'étais mise, mais qui n'avait pas lieu d'être. Et puis aussi, je me suis dit, tu sais, c'est toujours un peu la légitimité, mais qu'est-ce que je vais faire? De quoi je suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir vraiment apporter quelque chose dans cette boîte? Et voilà. Et puis, ce qui m'a poussée, par contre, finalement, c'est bon, déjà la confiance qu'ils me montraient, les deux. Oui. Et puis, surtout, j'étais extrêmement malheureuse dans ce que je faisais. Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question, parce que souvent, ce qui nous freine aussi, c'est le confort du salariat et principalement le confort matériel et le salaire. À la fin du mois, est-ce que ça a joué Écoute, j'étais la nana qui a ramené la bouffe sur la table. Parce que Greg avait déjà fait son petit burn-out et tout. Il s'était dit, ça y est, moi, je me lance avec mon cuisinier ayurvédique. Donc, moi, j'étais la meuf qui amenait à manger, qui travaillait, quoi. Donc, je me suis dit, bon, ok, ça va faire 2 personnes qui vont être un peu dans le grand bain de l'inconnu. On a 4 enfants. Donc moi, tu vois, je me suis beaucoup reproduite quand même. On en reparlera, j'avais quelques questions là-dessus. Donc je me suis dit, putain, ça va être chaud. Je sais pas comment on va faire. À l'époque, on en avait 3 quand on s'est lancé. Et en fait, c'était toutes des petites choses qui me mettaient un peu des freins, mais voilà, l'appel de la liberté a été plus fort. Tu l'as déjà évoqué, se lancer à 3. Je pensais que vous vous étiez lancé à 3, mais en fait, vous vous êtes lancés. Eux se sont lancés à 2 et toi, tu as rejoint l'aventure par la suite. Comment est-ce que tu as vécu ça, d'avoir ce projet-là à 3, de devoir prendre des décisions à 3, de devoir, et alors, comme tu dis, accessoirement aussi de travailler en couple. Comment ça a fonctionné ? C'était compliqué. C'était compliqué. Ça, franchement, je vais pas mentir en disant que c'était hyper smooth. Ça, c'est pas vrai. En fait, le problème, c'est que quand tu formes un binôme aux yeux de quelqu'un, donc aux yeux de mon 3e associé, c'était compliqué parce que peu importe la décision qu'on prenait, il pensait que c'était un peu, tu sais, une coalition. Alors que c'était absolument pas le cas, vu que Greg et moi, comme je te dis, on est tellement différents qu'en fait, souvent, moi, je dis A, lui, il dit B, tu vois. C'est très, très, très souvent. Ouais. Et à la limite, je suis beaucoup plus
en accord avec Alain, qui était mon deuxième associé, qu'avec Grégory, qui est mon associé, mon mari. Et je sentais que c'était difficile pour le troisième larron, donc pour Alain. Et donc, c'était pas évident, franchement. Et puis, il y avait aussi à un moment un problème de vision. Les garçons avaient créé ce projet vraiment sur une envie de changer le monde, mais presque un peu... c'était extrêmement activiste, tu vois. Et à un moment donné, moi, je suis aussi mère de famille. Greg aussi, ça commençait un petit peu à tourner dans sa tête. Il s'est dit, bon, il faudrait peut-être qu'on en fasse un métier de ce truc. Il faudrait peut-être qu'on gagne de l'argent parce que c'est pas, c'est bien de vouloir. Tu sais ce qu'on faisait, on faisait des jus. Donc, on a commencé à acheter des machines, des extracteurs de jus. Et alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on voulait revaloriser les fruits et légumes auprès des personnes âgées et auprès des enfants. Donc, on allait faire des ateliers jus dans les Hauts et dans les écoles. Mais on gagnait rien, tu vois. Ouais. Donc, je disais, les gars, je vous adore, mais on va pas faire ça pendant des années. Venez, on fait ça le week-end. Et la semaine, on essaie de trouver de quoi nourrir nos moutards. Enfin, en tout cas, les miens. Et je sentais, tu vois, que ça couaquait un peu. Parce que l'idée, il y avait comme, tu sais, un peu une corrélation dans la tête des uns des autres, en particulier d'Alain, qui disait, ça y est, on est devenu capitaliste, quoi. Moi, je suis psychologue de formation. On a aussi un peu ça, les psychologues. On ne doit pas trop gagner parce que c'est pas bien de gagner trop d'argent sur le malheur ou le mal-être des gens. Et en même temps, il faut gagner sa vie. Et quand on entreprend, oui, c'est un business aussi à faire tourner. Il faut manger, et, nourrir sa famille, etc. Faut d'autant plus et mieux gagner sa vie, je dirais que, comme tu le sais, on a des charges. Donc, ton salaire n'est pas ton salaire. Tu dois compter les charges, faire 1,5, voilà, pour pouvoir te dire, voilà, j'ai payé l'ONSS, etc., etc. Là, tu avais tout ce que tu veux. J'ai mis un peu de thunes de côté au cas où. Donc, pour ça, c'est pas avec 2000 balles par mois que tu t'en sors, quoi. Donc, ouais, la question de l'argent, ça devenait, et ça l'est toujours aujourd'hui, hein. C'était une question un peu tricky, mais en même temps, une question primordiale qu'il fallait qu'on aborde. Et donc, au fur et à mesure du temps et des années, notre troisième associé, on avait du mal à prendre des décisions ensemble. Par exemple, tu l'as évoqué tout à l'heure, on a créé notre propre marque qui s'appelle Itia. Itia, c'est les basiques du placard, mais comme je disais, en version impeccable. Donc, tu vires tout ce que tu as. Donc, je dis Itia, c'est la marque qui te fait oublier tes ex. Marque, tu vois. Donc, tu déjectes tout ce que tu as dans ton placard parce que ton sel, tu sais pas s'il y a des additifs bizarres dedans, ton miel, s'il n'est pas coupé avec du sucre, ton huile d'olive, s'il n'y a pas des petites mains qui sont faites maltraiter pendant la saison de la récolte et tout. Et hop, tu remplaces avec Itia. Quand on a créé Itia, on n'était pas forcément d'accord avec pas sur rien, tu sais, pas sur le nom, pas sur le branding. C'est fatigant. C'était fatigant d'à chaque fois devoir... et donc, finalement, avec beaucoup d'amour, parce qu'on s'aime beaucoup et qu'en fait, heureusement, quand il y a ça, c'est... Même si les choses sont difficiles, ça se passe bien. Oui. Alain est sorti du décisionnaire, il est resté dans l'actionnariat, il est même resté employé de la boîte. Okay. Donc, il y a absolument... Tout est cool, quoi, tu vois. C'est juste qu'à un moment donné, on a fait les grands, on s'est mis autour de la table et on s'est dit, bon, on est d'accord qu'il y a un truc qui cloche. Et voilà, ça s'est bien passé. On a de la chance. Oui, c'est génial quand, malgré les difficultés, ça peut quand même se passer de manière à ce que chacun puisse trouver sa place et chacun puisse trouver son propre équilibre et puisse s'y retrouver, quoi. Tu parlais de... Le nom de la marque, ça me fait penser à la communication, votre communication. Et je sais que c'est ta casquette, ton rôle dans la boîte, enfin un de tes rôles, hein, parce que quand on est entrepreneur, on n'en a jamais qu'un. Alors, j'adore déjà votre communication. Dans le choix des mots, quand on te lit, c'est comme si on parlait à une pote, quoi. Il y a pas ce truc lisse, corporate, qu'on pourrait voir ailleurs. Et malgré tout, ça devient quand même une grosse marque. Vous avez... gagné plusieurs prix. Là, dernièrement, d'ailleurs, on a dû reporter l'interview ici parce que vous étiez à Paris pour 2 prix, je pense. L'année passée aussi, vous aviez gagné un prix. Est-ce que ça a été un choix facile Parce que, alors j'imagine, ça c'est mon interprétation, mais j'imagine que quand on communique comme ça plaît à certaines personnes, ça plaît pas à d'autres. Et donc, il faut assumer. Et ça, de l'extérieur, ça paraît très assumé et très nous, on est comme ça, très authentique. J'ai l'impression que quand je lis, je te parle, ou tu me parles plutôt. Est-ce que ça a été un choix facile que de commencer à communiquer comme ça et s'affirmer de cette manière-là? Alors, quand on a commencé, les réseaux sociaux, ça existait. Voilà.
C'était un truc que les garçons avaient lancé. Il y avait, voilà, ils faisaient leurs trucs activistes un peu, tu sais, Coca-Cola, tu vois, des trucs. C'était vraiment des trucs d'ado, voilà. Et puis, quand j'ai pris conscience du levier que représentaient les réseaux sociaux, parce que bon, moi, tu as parlé de mon background, moi je suis sociologue et anthropologue, mais j'ai pas forcément de connaissances en communication, j'avais pas forcément de connaissances en communication. J'étais quelqu'un, et je suis toujours quelqu'un qui est très curieux de toutes les nouveautés et qui a besoin de connaître ces nouveautés aujourd'hui. Ça fait vraiment partie de l'essence même de mon métier. Et donc, je me suis intéressée aux réseaux sociaux. J'ai regardé un peu ce que faisaient les autres et j'ai décidé de prendre ça au sérieux. Okay. Et je me suis dit, OK, comment est-ce qu'une boîte qui a un e-commerce, une boutique qui vend des produits bio, qui importe des containers qui viennent voilà, d'à travers le monde et qui veut se positionner comme une marque mais incontournable dans tout ce qui est healthy lifestyle, justement autour de produits qui font du bien au corps et à l'esprit, comment est-ce qu'on fait? J'ai regardé ce que faisaient les autres et je me suis dit, j'aime pas, c'est pas nous, comment on va faire? Enfin, comme tu disais, c'est très corporate. Et en fait, les choses se sont mises, je me suis dit, écoute, si tu étais authentique, si tu étais naturel, si tu parlais aux gens comme tu parlerais justement à tes potes. Je fais toujours attention parce que tu sais, le talent, regarde la meuf qui se sauce, tu vois. Le talent, c'est d'arriver quand même à exprimer des choses de façon très vulgarisée, simple, compréhensible, mais en gardant un certain niveau d'écriture. Oui. Et là, je me suis fait plaisir, en fait. Je me suis dit, voilà, t'écris comme tu parles, mais il faut que les gens comprennent que c'est pas une teubée qui écrit et c'est pas une ado de 16 ans, tu vois. Et donc, le travail, il a été là-dessus. Alors, ta question, est-ce que c'était facile à assumer ou pas de cette forme d'authenticité quand on est une boîte? C'est pas forcément facile parce que moi, je m'adresse quand même à un persona qui est assez large, tu vois. J'ai envie de m'adresser à des meufs et en particulier à des meufs, voilà. Mais il y a beaucoup aussi, enfin, je me rends compte que j'ai quand même pas mal d'hommes qui nous suivent, à des meufs qui ont entre 25 et 65, tu vois. Elles parlent pas de la même chose, elles vivent pas la même chose. Le jonglage, il est là. Quand tu dis yo habébé, tu vois. Habibi, c'est le petit surnom gentil que j'ai donné à nos abonnés. C'est Habibi et bébé, tu vois. Oui. Habibi, ça veut dire mon chéri. Et en fait, pour l'anecdote, parce que je crois que je ne l'ai pas raconté ou je l'ai raconté il y a très longtemps, c'est ma mère qui dit Habibi à tout le monde, tu vois. Okay. Donc elle va voir le boucher, elle dit Habibi, tu me mets un kilo de trucs, Habibi, genre des gens qu'elle ne connaît pas. Et je trouvais ça super mignon à chaque fois parce qu'elle parle à des tout petits, à des vieux schnocks, à des mecs plus vieux qu'elle, tu vois. Habibi. Et je trouvais que c'était hyper mignon. Et du coup, c'est resté Yo Habibi. Et donc, quand tu dis Yo Habibi à une nana de 55 ans, je me dis, mais qui êtes-vous, madame? Oui. C'est moi. Et en fait, finalement, les gens s'habituent parce que, voilà, c'est une façon aussi. Je trouve que ce monde, il est très dur. Et de venir avec des petites marques d'affection qui font plaisir, parfois dans une journée, quelqu'un t'appelle le Habibi, tu vois, ça fait partie du côté très nice que j'ai envie de montrer, très care, tu vois, très soin, très gentil. Moi, je trouve qu'on n'est pas assez gentil dans ce monde et que la gentillesse, c'est vraiment une valeur hyper importante. Et en particulier, quand tu veux être une boîte éthique, ça fait partie du package. Et donc, en termes de communication, ouais, c'est pas toujours évident. Surtout, parfois, je prends des positions qui, parfois, peuvent être préjudiciables au regard de l'actualité, etc. Mais je me dis, justement, dans cette optique d'être humain, dans cette optique d'être nice et gentil, etc., je pense qu'à un moment donné, on a aussi, en tant qu'entreprise, une responsabilité. Il y a beaucoup d'entreprises qui se disent, moi, je suis éthique ou j'ai telle ou telle valeur. Je pense qu'on a à gagner aujourd'hui aussi pour nos enfants, pour que dans le futur, dans 20 ans, 30 ans, on n'ait pas à rougir d'avoir dit ou de ne pas avoir dit, de pouvoir réagir parfois à des situations qui sont clairement problématiques. Si je résume un petit peu, si je comprends bien ce que tu expliques et le cheminement, je parle beaucoup de connaissance de soi et de revenir à soi. Ce choix de communiquer de cette manière-là, d'une part, tu n'aimais pas beaucoup les manières plus lisses et corporate de faire, mais que tu t'es posé la question, qui est-ce que je suis moi et comment est-ce que moi j'ai envie de faire? Et c'est chaque fois revenir à ça, finalement, qu'est-ce que moi j'ai envie de transmettre? Puis, je t'entends pas parler, donc j'imagine que c'est pas important. Le regard que d'autres peuvent avoir ou les personnes à qui ça ne plaît pas, ça plaît pas. Mais pour toi, c'est important de transmettre ces choses-là et donc, en fait, tu le fais. Exactement. En fait, je me dis, je vais attirer les personnes qui sont touchées par cette énergie-là. Oui. Et celles qui ne le sont pas, elles vont aller acheter chez K.
chez, voilà, chez d'autres. Et c'est tant mieux. Ce dont j'ai pas forcément parlé, c'est peut-être plus la difficulté de... Parce que quand tu as ce type de communication, ce branding-là, qui est à la limite entre un branding personnel, parce que moi, j'ai un compte personnel que je développe pas forcément, peut-être que je développerai à un moment donné où je parlerai plus de choses qui me concernent moi perso. Ouais. Mais donc oui, il y a parfois un télescopage entre ma vie d'entrepreneur et l'entreprise que je représente. Oui. Et là où parfois ça peut être un peu difficile, c'est que je suis pas seule dans cette entreprise. Oui. Donc aujourd'hui, j'ai aussi mon cofondateur, j'ai d'autres personnes qui font partie de l'équipe, etc. Et parfois, je me pose un peu mais ça c'est des questions que je me pose de moi-même à moi-même, hein, parce que dans l'équipe, il n'y a personne qui me dit oui. Au contraire, c'est go, 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 vas-y. C'est de me dire, voilà, est-ce que je suis assez représentative des autres? Mais voilà, on m'a donné la casquette de maintenant, tu es la représentante de Vidia. D'ailleurs, il y a des gens qui m'appellent Vidia. Je m'appelle Fatima, bonjour. Oh, voilà. Alors, j'aimerais parler du fameux équilibre vie privée, vie professionnelle. J'aime pas beaucoup ce terme, parce que la vie, c'est comme si on avait deux vies. Alors que c'est de moins en moins le cas de manière générale, et en tant qu'entrepreneur encore moins, même si forcément il faut veiller à un certain équilibre et d'avoir un certain équilibre entre les différentes sphères de notre vie, hein, que tout ait sa juste place. Tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as 4 enfants, déjà 4 enfants tout court, même sans job, c'est déjà un plus qu'un full-time, je pense, en soi. Comment est-ce que tu gères cet équilibre au quotidien? Et je pense aux pratico-pratiques, tu vois, de comment tu gères, ça c'est une chose, mais aussi dans comment est-ce que toi tu vis les choses. J'avais vu passer, j'ai retrouvé en faisant mes devoirs, un post que tu avais mis sur LinkedIn sur la difficulté, la culpabilité parfois d'avoir le sentiment, et j'entends beaucoup d'entrepreneurs dire ça, d'avoir l'impression de ne pas avoir assez travaillé dans sa boîte quand on a été occupé avec sa famille, ses enfants, et quand on est occupé avec sa famille, ses enfants, avoir le sentiment de ne pas avoir assez travaillé pour la boîte. Comment est-ce que tu gères et comment est-ce que tu vis ta vie de femme, de mère, d'entrepreneuse, de femme épouse, mais de femme, toi, juste toi avec toi, quoi? Je gère pas. C'est une question qui est très difficile parce que, effectivement, moi, les dernières années, elles ont été difficiles. Okay. Donc, comme tu disais, j'ai 4 enfants, j'ai 2 adolescentes de 17 et 16 ans. Oui. J'ai un petit garçon de 12 ans, qui va avoir 12 ans dans quelques semaines, et une petite de 5. Donc je les adore, c'est la prunelle de mes yeux, c'est mes grandes duduches et mes petits loulous. Mais effectivement, cet équilibre, pour moi, aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé. Je te dirais que c'est aussi très fluctuant, tu vois. C'est aussi par phase. Là, aujourd'hui, j'ai 0 équilibre. Okay. Donc je commence à bosser, enfin je quitte chez moi, il est 7h du mat, je rentre chez moi, mes enfants sont déjà à la maison, parce que j'ai la chance d'avoir des adolescentes, donc elles ramènent les petits à la maison, ils sont quasiment dans les mêmes écoles, pas très loin, et je rentre, il est 20h, 20h30. J'ai à peine le temps de faire un petit bisou à la petite, qui est dans son lit d'ailleurs déjà, je parle aux ados, en général, voilà, c'est pour faire un micro-topo de ce qui s'est passé dans la journée, mon fils, il est déjà un peu au lit. Franchement, je vais pas te faire le topo glamour, ouais non, t'inquiète, j'ai la nounou, j'ai le truc, je m'occupe. C'est pas vrai. Pour l'instant, pour moi, c'est OK parce que dans la vie d'entrepreneur, la vie, elle est très fluctuante. Il y a des moments où c'est très, très chargé pour plein de raisons. Voilà, parce que c'est saisonnier ou parce que il y a des challenges particuliers, etc., ce qui est notre cas pour l'instant. Et puis, il y a des moments où c'est un peu plus cool. Et effectivement, tu peux commencer à justement te dire, est-ce que, tu vois, le post que tu as lu sur LinkedIn, c'était un moment où j'étais un peu plus cool quand même, tu vois. Donc, je pouvais même encore me poser cette question-là. C'est une question qui, moi, me travaille beaucoup parce que j'ai à cœur de trouver cet équilibre-là, que je ne trouverai pas maintenant parce que j'en suis persuadée qu'il est impossible de trouver un équilibre professionnel et familial, en particulier quand on est entrepreneur. C'est une constatation que j'ai faite il y a quelques années, il y a 1 an et demi environ. Par rapport à quoi ? Tu dis à ce moment-là spécifiquement ? Il s'est passé un truc dans ma vie que je n'avais jamais vécu de mon existence. C'est suite à pas mal d'éléments, j'en parlerai probablement, mais j'ai fait une opération des gencives. En fait, j'ai les gencives, j'ai hérité des gencives de mon père qui se déchaussent, des trucs vraiment pas glamour, bien chiants. Et on m'avait recommandé un super stomatologue, je pense, qui devait m'opérer pour me faire une greffe. On va dans ton palais, on prend un morceau de truc, franchement, c'est pas... Mais bon, t'es sous anesthésie, tu sens rien, voilà. Tu ne sens absolument rien.
Et ce jour-là, sur la chaise d'opération, donc j'étais en anesthésie locale, tout allait bien, je sentais rien. Et à un moment donné, j'ai pris une conscience vertigineuse qu'on était en train d'ouvrir le palais. Et j'ai fait une crise d'angoisse, la première de mon existence. Et c'était absolument pas le moment, enfin c'était très bizarre comme moment, donc j'étais là, mon corps s'est mis à dérailler. Et je me suis dit, what the fuck, meuf, tu peux pas bouger là, hein. Tu vas pas te lever, tu vas rien faire. Et c'était tellement déstabilisant, surtout quand tu as une vie, entre guillemets, que tu estimes assez contrôlée, bien cadrée, etc. Tu te dis, là, il m'arrive un truc qui m'est jamais arrivé, je sais pas ce que c'est, je sais pas comment nommer, je savais même pas que c'était une crise d'angoisse. Oui, c'est ça. Je savais Au pas. moment même, Non, je savais pas ce que c'était, tu vois, j'avais juste une espèce de chaleur qui me montait, le cœur qui battait plus vite, l'envie de partir de cette... Et puis, bon, voilà, l'infirmière s'en est rendue compte, pas le praticien. Elle m'a serré le bras, elle m'a dit, madame, vous bougez pas, hein. Vous pouvez pas partir et puis vous inquiétez pas, je suis là. Alors là. Donc petit à petit, je me suis concentrée. C'est très naturellement, un peu comme un animal, tu te concentres sur ta respiration parce que tu sais pas quoi faire. Donc voilà. Ouais. Malheureusement. Bon réflexe, la respiration. Ouais, parce que Mais ouais, c'est un réflexe. C'est littéralement un réflexe. Ouais. Malheureusement, depuis ce jour-là, c'était la première d'une longue série de crises d'angoisse. Okay. Et en fait, c'était une période de crise d'angoisse. C'est-à-dire, comment dire, j'étais comme dans un moment où j'étais toujours sous adrénaline. Genre, tu te lèves le matin, t'es sous adrénaline. Tu ouvres tes yeux, hein. À cause de ces crises d'angoisse, ou bien c'était une période chargée qui te demandait d'être tout le temps au taquet et Mais sous ça, adrénaline. je ne le savais pas. Enfin, je savais pas pourquoi. Ce n'est qu'un an et demi après que j'ai compris ce qui s'était passé, tu vois. Okay. J'avais juste envie de me sauver de ce truc-là et de faire en sorte que ça s'arrête. Donc, ça a complètement reformaté ma vie parce que j'arrivais plus à rien faire. Wow. J'arrivais plus à aller travailler. J'arrivais plus à m'occuper de mes enfants. Ma petite, elle avait, genre 3 ans et demi. C'est la prunelle de tes yeux, le petit bichon là qui vient sur tes genoux. Dès que tu le mets, c'est ta mascotte. Elle vient sur tes genoux, hop, elle t'apaise tout. C'est comme... Ça marchait pas. Je ne pouvais plus l'avoir sur moi. Je me disais, non, les gars, putain... J'ai des ados, donc elles se disputaient tout le temps, mais pour des conneries, c'est t'as pris mon chouchou, non, c'est toi là. Je disais, les filles, je suis pas bien. Là, vous êtes en train de me provoquer une crise d'angoisse, rien que de vous voir, vous chamailler, quoi. J'entendais un klaxon un peu trop fort. Enfin, j'avais des triggers, mais pour tout et n'importe quoi. Le plus dur, ça a été que je faisais des crises d'angoisse la nuit. Dès que j'arrivais dans mon lit, donc à la limite, à un moment donné, j'arrivais un peu à gérer en journée. Dès que j'arrivais, il était 19h, 20h, 20h30, je me disais, ok, là, j'arrive au lit, je vais aller me coucher. Et ça y est. Mais le problème, c'est que c'était en vague. Donc, j'avais des crises d'angoisse littéralement de 9h du matin à 6h du matin. Donc, je ne dormais pas. Je ne dormais pas du tout. Ces nuits blanches ont duré 2 semaines et demie. Donc, pour moi, je disais, vous savez, c'est une torture qu'on infligeait à des gens en prison, hein, de les empêcher de dormir. Oui, tout à fait. Mes journées étaient nulles. Je faisais rien. J'étais à fleur de peau, etc. Donc, je me suis dit, je vais m'en sortir. Je veux m'en sortir. Je veux pas que ce truc que j'ai pas encore identifié, pourquoi, comment, d'où ça vient, ce qui s'est passé, etc. Je veux juste que ça s'arrête et je veux retourner à ce qui se passait avant, quoi. Donc, j'ai mis en place plein de trucs que j'avais un petit peu glané de ci, de là. Je me suis intéressée à la question du cortisol. Je me suis intéressée au fait que, voilà, je faisais du sport, mais je faisais du sport avant d'aller dormir. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas la bonne idée. Je me suis un peu renseignée. Non, faire du sport avant d'aller dormir, c'est... Quand on a des crises d'angoisse, c'est pas la meilleure idée, en particulier des sports où tu es très, où tu vas faire augmenter ton rythme cardiaque. J'ai commencé à marcher, j'ai commencé à mettre en place des marches longues tous les jours. C'était pas mon truc en plus la marche, hein, franchement. Mais je me suis dit, tu vas marcher pour ta fucking santé mentale. Tu vas marcher, mais qu'il pleuve, qu'il vente, tu vois quand. J'ai vu ça sur un réel dernièrement encore, c'est marcher pour la santé mentale. Ouais. Et tous les jours. Et c'était mignon. J'ai une anecdote avec ma grande qui a 17 ans aujourd'hui, qui avait 15 ans et demi, et qui me dit, maman, je vais marcher avec toi. Et alors, elle marche avec moi. Et puis, on était sur le canal d'Anderlecht, tu vois, elle s'arrête, et puis elle me prend dans ses bras, elle me dit, maman, je t'aime, je veux pas que tu restes comme ça. Je suis comme ton chien de compagnie. J'étais là en pleurs. Je me dis, putain, c'est trop mignon. Attends, tu sais, les gens qui sont vraiment, tu sais, qui ont de l'autisme, qui ont des troubles, des trucs, ils ont leur chien là qui les rassure. Et en fait, ça me faisait pareil. Je me disais, putain. Et donc, pourquoi c'était la question, tu vois, pourquoi j'ai ça? Et en fait, c'était ce côté sois fort, quoi, tu vois. C'était ce côté girl boss. Je suis une meuf à qui tout réussit, enfin, dans la mesure de ce qu'on connaît, mais genre, j'ai ma petite famille, j'ai ma boîte, je gère.
il n'y a rien qui tourne de travers, je suis dans le contrôle. Et en fait, non. Il y a beaucoup de choses que j'éludais, que je ne voulais pas voir. Il y avait beaucoup de choses où je me disais, OK, on avance, on s'en fout, c'est pas important. OK, on avance. Ma mère, elle a eu un petit cancer juste avant. Et j'étais la meuf qui faisait, tu sais, genre, c'est bon, je suis forte. J'engueulais tous mes frères et sœurs en disant, alors, il n'y a personne qui va pleurer chez elle, il n'y a personne qui va lui dire, OK, on est là. Et en fait, j'ai pas pleuré, j'ai pas... Et c'était l'accumulation de tout ça. Et sur cette table d'opération, ça a été le trigger, ça a été le déclencheur. Et donc, il m'a fallu petit à petit vraiment faire face à ça et me dire, OK, je fais des listes. Je fais qu'est-ce qui va pas dans ta... quelle émotion tu veux pas rentrer en contact? Qu'est-ce que tu as envie de fuir? Et donc, j'ai fait mes listes. Voilà, ça, j'ai fait comme si ça n'existait pas. Ça, j'ai pas... Ça, c'est pour moi, je considérais que c'était pas important. Ça, alors que pour des gens, c'est la fin du monde, tu vois. Oui. Et moi, j'étais là, non, ça, c'est bon, ça passe. La peur de la mort... Et puis, à un moment donné, j'ai déconstruit tout ça. Je dis pas que j'en suis sortie. Enfin, si, je me suis sortie de mes crises d'angoisse. J'en ai plus pour l'instant. Alors que je te dis, la situation, elle est bien merdique pour l'instant. Ouais. Il y a des moments où c'est pas facile. Ouais. Mais je me dis, tant que j'ai pas ça, c'est bête, hein, mais je me dis, tant que j'ai pas ça, c'est que je peux gérer. Et je me suis rendu compte d'un truc qui était... tu parlais tout à l'heure du corps de femme, de comment est-ce que aussi, en tant que femme, Et en fait, je me suis rendu compte aussi que j'avais négligé mon corps, que je ne rentrais plus en contact avec mon corps. C'était un corps qui m'amène au boulot, qui a porté des enfants, qui a je mangeais pas bien, voilà, tu vois, si je me disais, tiens, aujourd'hui, j'ai bu un chocolat chaud et j'ai mangé un cookie, c'est bon. J'ai mangé pour la journée, tu vois. Oui. J'étais très contente parce que j'étais slim, tu vois, tout ça, mais c'est que des troubles alimentaires, en vrai. Ça, Ouais. plus tard que j'y ai pensé. Et je me suis dit, non, ton corps, là, il est en train de te dire, OK, tu veux pas m'écouter? On va voir c'est qui le patron. Oui. Oui, et c'est souvent comme ça que ça se passe. Quand on veut pas écouter, c'est le corps qui parle, quoi. Ouais. Et donc, je me suis dit, OK. On va faire un compromis, s'il te plaît, d'accord? À partir de maintenant, je vais essayer je vais faire tout ce que je peux pour comprendre mes limites. Oui. Que ce soit avec les gens, que ce soit avec moi-même, que ce soit, par exemple, là, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai besoin d'une pause. Et je vais pas te retirer parce que je te disais que j'étais très contente de pas faire de crise d'angoisse, mais tu sais pas quand ça peut revenir ou pas, tu vois. Oui, et l'idée, c'est de pas retourner là, parce que le message, il était loud and clear, tu vois, il était très clair pour moi, tu vois. Donc, c'était un message qui a duré 1 an et demi, parce que j'ai struggle pour m'en sortir, tu vois. Et l'idée, c'est de se dire, OK, mon corps, on va commencer à faire attention, parce que tu n'es pas qu'un véhicule, tu es aussi le réceptacle de mon âme, de tout ce que j'offre au monde, tout ce que je représente pour mes enfants, pour mes proches, etc. Donc, j'ai commencé à faire attention à comment je mangeais, alors que tu sais, j'étais très... moi, mon métier, c'est aussi de prôner l'alimentation saine, etc. Ouais, bien sûr. Mais quand en fait, c'est là aussi la schizophrénie. C'est que quand tu es entrepreneur, tu dis, OK, voilà, mais pour faire mon jus, il faut que je me pose devant ma machine. Mais ça veut dire que je peux pas contacter les Indiens pour le container qui est le truc. Et donc, ouais, j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais. J'ai commencé à faire du sport adapté à ce dont j'avais besoin. Oui. Donc, plutôt des sports un peu, tu sais, pilates, pas forcément du yoga, mais du pilates. Là, petit à petit, je suis en train de faire de la musculation, parce que ça aussi, c'est pour un peu augmenter mon métabolisme, etc. La marche, toujours, encore et toujours, tous les soirs. Là, même quand je finis à 8h, comme je te disais, je me fais 45 minutes de marche avant de rentrer chez moi, ne serait-ce que pour évacuer toutes mes idées. Et des massages. J'ai commencé à me faire masser. La meuf, j'ai fait une crise d'angoisse pendant que la meuf me massait. Attends, c'était ambiance, mais tu sais, zen au possible, la petite musique, l'huile. Et je me suis dit, t'es en train de faire une crise d'angoisse sur une table de massage, t'es sérieuse? Mais en même temps, les crises d'angoisse, elles viennent quand il y a de l'espace, quand il y a du vide. Et donc, tu parlais des crises d'angoisse la nuit. Ben c'est à ce moment-là qu'il n'y a plus tchac, 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 je fais ça, je fais à gauche, à droite, machin et tout. Et quand on se fait masser, ben, typiquement, c'est très zen, c'est très tout ce qu'on veut. Mais il y a de l'espace, en fait, pour que ça monte. C'est exactement ça. Et en plus, le pire, c'est que... Mais tout te trigger, tu vois. Il y avait la musique, tu sais, genre détente et tout. Je dis, je peux pas entendre ce truc. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez baisser le son? Enfin, t'as l'impression que t'es zinzin, quoi. Mais donc, j'ai forcé, j'ai tenu. Et puis, alors, autre chose importante, pendant cette période, je me suis dit vraiment que j'étais en colère aussi. Okay. Et il y avait un truc avec cette colère, par rapport au cancer de ma mère, par rapport au truc, mais par rapport à d'autres choses aussi. Donc, par rapport aux choses de la vie, mais par rapport à des injonctions. J'étais en colère parce que je me suis dit, putain, il y a trop de mensonges, en fait.
tu sais, pour revenir et fermer la boucle avec la question de l'équilibre familial, entrepreneur, femme, etc., et ben en fait, je me suis dit, j'ai trop de modèles autour de moi qui sont fake, et on parle en particulier des réseaux sociaux, et qui te font croire qu'en fait, ils arrivent à gérer leur vie de famille, qu'ils arrivent à gérer, qu'il leur arrive aucun couac, que c'est des entrepreneurs à succès ou pas, enfin en tout cas, sans vague. Et toi, tu nourris un peu de ça en disant, ouais, c'est un peu tes modèles, quoi, tu vois. Que tu le veuilles ou non, tu te dis, ouais, putain, j'aimerais bien arriver à ce level-là. Et je te parle pas forcément des Kim Kardashian et compagnie, hein. Ça, c'est encore un autre, tu vois. Mais bon, prenons le cas de Kim Kardashian, la meuf, elle est sur tous les trucs, elle a des entreprises à succès. Enfin, si tu t'arrêtes à ça, tu te dis, mais tu sais pas l'armada qu'il y a derrière, les nounous, les trucs, Bien les sûr. histoires, et tu te dis, ouais, c'est une girl boss. Non. Et t'as les mini Kim Kardashian, et t'as de France et de Belgique et de Suisse et d'ailleurs, et tu te dis, ah ouais, celle-là, elle a l'air de bien gérer son truc et tout. En fait, c'est pas vrai. Et à un moment donné, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai un peu reproché à ce monde, justement, des réseaux sociaux et aussi autour de l'entrepreneuriat, de pas être assez franc et honnête. Et aussi concernant les difficultés que tu as en tant qu'entrepreneur, tu vois. Oui. Femme. Moi, je dis entrepreneur avec eux, tu vois. Oui. C'est de se dire, non, c'est pas forcément facile. Parfois, on a même des coups de mou, on va dire, au niveau des chiffres d'affaires, des difficultés. Les personnes n'en parlent pas. Donc, toi, tu te sens puant parce que tu dis, il n'y a que moi qui ai ça. Il n'y a que moi qui vis des difficultés pour l'instant. Il y a que chez moi où j'ai X ou Y couac avec des membres de mon équipe. Tu as l'impression que tu es tout seul. Et je trouve qu'il y a une forme de truc un peu malsain. Oui. Et moi, j'ai voulu, après ça, je me suis dit, meuf, avec Vidia, tu as aussi un message à passer sur ce sujet. Et c'est pour ça, je pense que tu as dû voir pas mal de trucs, c'est pas fini, qui partagent mon expérience sur ce sujet-là, et sur par quoi je suis passée, sur le fait d'être vraiment plus dans la bienveillance par rapport à comment est-ce qu'on se met une pression énorme à être OK quand ça foire et dire OK, il y a aussi des moments où c'est difficile. C'est marrant parce que j'ai partagé 2 ou 3 posts sur justement par quoi je passais, mes galères, les crises d'angoisse, la difficulté d'être un entrepreneur, les difficultés qu'un entrepreneur peut vivre aussi. Et alors, j'ai reçu des messages en message privé de gens qui me disaient « Ça va ?» Fatima, j'ai l'impression que t'en dis un peu beaucoup. Il n'y a pas un truc... Ah oui. Ouais, mais dans les deux sens. Genre, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas pas mettre la clé sous la porte? Un, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Et 2, est-ce que t'es pas un peu à la limite de ce que tu peux partager? C'est très compliqué, hein, parce que je pense qu'effectivement, comme tu dis, c'est important de pouvoir partager ça. Moi, j'entends plein d'entrepreneuses, plus grandes ou plus petites, tu vois, dans leur business, mais pour qui c'est compliqué, en fait. Et dans l'entrepreneuriat, c'est compliqué parce que tu vas pas partager à longueur de temps mon business ne marche pas, mon business ne marche pas. Enfin, ça n'attire pas, tu dois vendre aussi, donc ça n'attire pas. Et en même temps, tu as envie d'être authentique et trouver de nouveau cet équilibre et ce juste milieu pour montrer un petit peu que c'est pas tout lisse, c'est pas tout rose tout le temps, et en même temps communiquer ton message et dire venez acheter chez moi, parce que finalement c'est ça quand même le business, l'entrepreneuriat. C'est pas évident, hein. C'est absolument pas évident, mais je pense que si on avait... Il y a un peu cette culture... En fait, l'Amérique, c'est vraiment un pays de schizo, quoi. T'as ce côté où on te partage les fails, les échecs, etc. Et puis t'as ce côté où t'es vraiment dans le bling-bling, il n'y a rien qui dépasse, etc. Et évidemment, moi, je m'intéresse plus à ceux qui partagent aussi les fails parce que c'est comme ça que tu grandis. Et je me suis dit, moi, me concernant, effectivement, c'est pas sexy de dire j'ai fermé ma 2e boutique. J'ai reçu des messages d'autres entrepreneurs. Donc, j'ai mon petit lab, donc ma petite boutique à la rue des Tanneurs. Et puis, on a ouvert à la rue Antoine Dansard une autre boutique. Cette boutique, on l'a ouverte, mais vraiment en quinconce, quoi. On l'a ouvert en précipitation, en disant « Putain, on a un super endroit. » Je suis passée devant un dimanche avec les petits, mon mari. On s'est dit « Oh putain, c'est trop génial, ça a l'air trop sympa et tout. » Bim, bam, boum, on a ouvert. On n'a fait aucun effort. On n'avait pas de thunes pour faire de vitrines, pour faire de la pub, enfin voilà. Après 6 mois, on s'est rendu compte que c'était soit pas le bon lieu, soit clairement pas voilà, on n'avait pas mis ce qu'il fallait pour que ça marche. Du coup, on a décidé d'arrêter et je me suis dit, c'est une belle leçon. C'est une belle leçon parce que ça parle de précipitation, ça parle du fait que, aussi de mes limites, parce que je me suis dit à un moment donné, en fait, j'ai 2 options. Soit je donne tout et je fais cartonner cette boutique et je peux le faire. Oui. Mais à quel prix? Oui, c'est ça. Tu vois? Oui, bien sûr. Donc, je pouvais le faire. Je me suis dit, j'ai dit à Greg, moi, je peux faire cartonner cette boutique. Tu vois, la meuf encore qui se sauce. Mais c'est vrai parce que de la publicité, en parler, faire des événements, faire des trucs.
Mais je me suis dit, je vais devoir me déquadrupler. Je vais devoir être partout entre voilà, les achats, les trucs, la boutique, la communication. J'ai dit, j'ai pas envie de faire ça. C'est ça, il y a une différence entre les compétences. Les compétences, tu les as. Ouais. Mais après, il faut aussi prendre en compte l'énergie, le temps, les autres sphères qui sont importantes pour nous. En l'occurrence, quand on a des enfants, parce que ça, je pense quand même, et surtout en tant que femme, ça fait une grosse différence. Être entrepreneuse avec enfant ou sans enfant, tout ça, donc, alors les compétences, c'est une chose, mais il y a plein d'autres paramètres, quoi. Il y a les paramètres des ressources. Oui. Mais pas que des ressources financières, des ressources mentales, des ressources d'énergie, des ressources que tu as autour de toi. Et je me suis dit, tu les as pas, tu vas pas te mettre en négatif par rapport à ça, donc t'arrêtes. J'ai arrêté cette boutique, j'ai partagé un post là-dessus. Et j'ai dit... pourquoi on a foiré notre deuxième magasin, un truc. Il y a eu un chouette retour de la part des gens, et puis c'était marrant parce que ceux qui m'ont envoyé le plus de messages en DM, c'était d'autres entrepreneurs qui me disaient « Waouh, t'as osé dire que t'avais foiré, purée, nous on a tellement foiré, on l'a jamais raconté à personne, etc. » Et j'aurais pas dit « Bah c'est pour ça que je vous en veux. » J'aurais juste dit « Bah écoute, moi je trouve que c'est en même temps un petit peu de, comment dire, un petit peu, je sentais qu'il y avait c'était un peu judgy, tu vois, genre, meuf, quand même, voilà, tu t'en dis un peu trop, mais en même temps, genre, waouh, t'oses, quoi. Oui. T'oses dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, genre, t'oses quand même te mettre dans une situation où t'es pas mise à ton avantage. Oui. Mais en fait, moi, ma leçon, elle n'était pas là, tu vois. J'essaie d'aller chercher la leçon derrière le truc. C'est pas genre de dire, oh, aujourd'hui, on a fait notre boîte, on est vraiment nuls, tu vois. Non, c'est de dire, voilà, il y a plein de leçons à apprendre humaines de ça. Évidemment que quand j'ai des succès, chose que toi, en tant que si tu dois probablement connaître, j'en parlais très peu. Parlais très peu. J'avais pas ce truc de la célébration parce que je me suis dit, encore maintenant, j'ai encore ce petit défaut-là, tu vois, de me dire, ça va, c'est bon, c'est pas ouf, quoi, tu vois. Et en fait, je me dis, là, on a gagné donc nos 2 prix, enfin 3 prix finalement, mais 2 cette année, prix du meilleur produit bio. Je me suis dit, mais là, maintenant, je manque juste un peu de ressources pour m'attraquer, mais j'ai dit, enfin, j'en ai parlé, mais j'ai célébré, j'étais hyper fière, hyper contente, et j'ai dit aux gens, mais je vais vous emmerder avec ça. Sachez-le, quoi. Bah, évidemment. Sachez-le. Parce que je vais pas juste vous parler des fails que j'ai eus, mais les fails, c'est important que vous sachiez que la vie d'entrepreneur, parce qu'il y a les personnes qui nous suivent, mes abonnés ne sont pas tous entrepreneurs, et ne sont pas tous entrepreneurs, mais ce sont des gens qui peuvent sentir un lien avec l'un ou l'autre partage que je fais, tu vois, à ce sujet-là. Oui, bien sûr. L'échec, il peut... évidemment, dans l'entrepreneuriat, c'est une chose, mais en dehors, on peut avoir des échecs, rencontrer des échecs aussi, quoi. Et donc, donc moi, je me disais, si personne n'en parle, si personne ne dit rien, moi, en fait, ça m'a manqué, tu vois. Quand je me sentais pas bien, j'aurais eu besoin que quelqu'un me dise, hey, c'est OK, ça m'est arrivé, j'ai foiré. Et franchement, voilà les leçons que j'en ai tirées. Et c'est super. Et t'inquiète, tu vas rebondir et tu vas aller mieux et ceci et cela. Est-ce que quand tu as fermé la boutique, vous avez fermé la boutique, est-ce qu'il y a quand même une phase d'abord, parce que j'entends quelle est la leçon que j'ai envie d'en retirer. Et je pense que c'est hyper précieux d'arriver à faire ça parce que beaucoup de personnes n'y arrivent pas. Est-ce qu'entre les deux, il y a quand même aussi une phase où c'est compliqué émotionnellement, ou est-ce que directement tu dis, bah, ça fait partie du jeu, hop, on avance, on cherche les leçons et on continue, quoi. Figure-toi qu'il y a quelques années, sûrement, je me serais dit, putain, t'es nul, t'as foiré, regarde, t'es incapable et tout. Et en fait, là, c'est moi qui ai pris la décision. Tu sais, on est deux, donc Grégory et moi. En général, c'est Greg qui a un petit peu le cut, tu vois. Et là, c'est moi qui lui dis, Greg, semaine prochaine, cette boutique, elle ferme. C'est un peu comme quand ton petit se coupe le doigt, tu vois. T'as plus peur du sang. Oui. Il n'y a pas ce truc, j'ai peur, je crois que je vais défaillir si je vois. Non, tu vois, tu emballes, tu trucs, hop. Et là, c'est pareil. Tu prends des décisions très matures, très sans. Non, en fait, je me suis dit, on a testé, ça a foiré, on va pas tergiverser pendant des heures. Parce que, tu vois, on a un petit peu débriefé avec Greg, tu vois, on s'est dit, ouais, en fait, tu peux tellement passer des heures et des heures à te dire, et pourquoi on a fait ça et on n'aurait pas dû. Et c'est du temps perdu, en fait. Parce que, une fois. Tu comprends ce que tu as fait de bien ou pas bien, mais ça sert à rien de refaire le scénario 50 fois. C'est comme quand tu dis, putain, j'aurais dû lui dire ça, et j'aurais pu lui faire ça, et pourquoi j'ai pas dit ça quand elle m'a dit ça. En fait, c'est la même chose. Je pense qu'il y a une grosse différence entre comprendre ce qui s'est passé et voir où ça a foiré pour ne plus le reproduire, et pour apprendre, comme tu dis, apprendre de ses erreurs et voilà, ne pas le reproduire, ou voir où ça a foiré pour se donner matière à se flageller et à dire j'ai mal fait, j'ai pas bien fait, je suis nulle, ce qu'on a quand même beaucoup tendance à faire
généralement, instinctivement, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment instinctivement, c'est probablement plutôt appris, mais ça nous mènerait trop loin. Mais oui, c'est de comprendre pourquoi. Oui, et ça dépend avec quel objectif. Est-ce que c'est pour se flageller ou est-ce que c'est pour apprendre? Et puis hop, on continue et ça arrive à tout le monde en fait. Ça dit rien sur qui tu es. En fait, je dirais que ce qui est bien quand tu es très très busy, c'est que justement, tu es tellement busy que tu es tellement occupé que tu n'as pas forcément ce qui te sauve de justement, par exemple, quand tu as ce trait-là, un peu comme moi, je peux l'avoir aussi, de me dire, ouais, mais pourquoi tu as fait ci? Non, en fait, tu n'as pas le time. Oui. Donc, j'ai pas le time de me dire, oui, mais... Donc, et ça aussi, on parlait du couple. Faire de la merde quand tu es en couple, c'est qui tout double, en fait. Parce que quand tu es en couple avec ton associé, ça, c'est une des grosses difficultés, tu vois. Okay. Parce que quand tu foires, on se regarde l'un l'autre. Hein. C'est qui est le coupable, tu vois. Oui. Et donc, ouais, mais t'aurais pas dû dire ça. Ouais, mais c'est ta faute si t'avais pas... Non. Mais c'est toi qui m'as poussé à un... Oui, mais c'est toi qui voulais... Et donc, en fait, aller chercher la culpabilité chez l'autre, ça peut, franchement, ruiner ton couple. Là, les 3 dernières années, donc, nous, comme... moi, j'ai pas de manuel de l'entrepreneuriat, hein. J'ai pas un manuel qui me dit alors étape numéro 1, il faut faire ça. Attention, là c'est pas bien, faut pas faire ça. C'est comme être parent. On découvre en le faisant en fait. Et pardon pour mon vocabulaire, mais tu fais aussi beaucoup de merde. Tu fais beaucoup de merde et tu te dis ok, ça je l'ai fait. Ok, bon, donc maintenant je sais que ça c'est pas bien, faut pas le faire, tu vois. Il faut plus le refaire. Et là, franchement, entre le début, mon lancement il y a 7 ans et aujourd'hui, mais j'ai tout fait. Et les 3 dernières années, c'était le florilège. Et franchement, pour en revenir à la notion du couple entrepreneur, je regarde Greg parfois, tu sais, genre en diagonale, comme ça, je fais, mec, si on n'a pas divorcé ces 3 dernières années, normalement, ça devrait tenir encore, tu vois. Parce que c'est dur. Il y a des moments où on s'en veut parce que tu fais des boulettes entrepreneuriales qui te mettent dans des situations complexes et ton cerveau a envie de trouver, il a envie de trouver un fautif, tu vois. Oui. Et t'es toi aussi fautive. Mais tu veux quand même te dire, mais c'est toi. Mais... C'est jamais 100%, 0%. Il y a toujours chacun sa part de responsabilité. Exactement. Et finalement déterminer quel est le pourcentage exact de l'un, quel est le pourcentage exact de l'autre, de qui a eu tort. Ça ne changera rien à la situation, en fait. Et ce qui est très beau, je trouve, du coup, maintenant avec le recul, enfin, on est encore un peu dedans, mais avec le recul, c'est de se dire, OK, on ne va pas tergiverser là-dessus. Parce qu'on sait que mutuellement, j'aurais dû faire, t'aurais dû faire, je n'aurais pas dû faire et tu n'aurais pas dû faire telle ou telle chose. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire. Et on va faire ce qu'on sait faire de mieux. C'est bosser, c'est offrir le meilleur ou rien, vu que c'est notre tagline, c'est vrai. C'est proposer, c'est rendre les gens heureux avec des produits de dingue, c'est de faire en sorte que les gens se sentent en meilleure santé, c'est que quand ils passent sur tes réseaux sociaux, ils aient le sourire, qu'ils aient passé un bon moment, que tu leur aies proposé des chouettes produits. Voilà, on va faire ça. Et le reste, on a appris des leçons. On les a appris en accéléré, parce qu'il y a des gens, il leur faut des années, nous, on les a appris en accéléré. Notre boîte a vite grandi. Hein. On a fait un CA au-dessus d'1 million, et puis c'était le moment où probablement on aurait eu besoin d'être accompagné, tu vois, en tant qu'entrepreneur. Greg avait déjà un petit peu le pied dans l'entrepreneuriat parce que ses parents, son papa, était entrepreneur, tu vois. Donc c'était cet univers-là où c'est un peu... il le connaissait. Mais il n'avait pas les clés non plus de « attention, il faut faire ci, il faut faire ça ». Donc quand ça s'est super bien passé, on aurait probablement dû avoir un conseil, tu vois. Des gens qui nous accompagnent en disant « attention, les équipes, c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas trop grandir, il faut ceci, ou alors il faut lever ». Enfin, tout ce genre d'infos-là, on ne les a pas eues. Donc on a essuyé toutes les bêtises possibles et imaginables. Je ne dirais même pas que c'est des bêtises, c'est des apprentissages. C'est bien de pouvoir le voir comme ça. Ouais. Quel est l'impact, tu t'as parlé un peu de tes crises d'angoisse et de toute cette période-là. Quel est l'impact des crises d'angoisse ou de manière générale de la santé mentale et parfois quand on a des difficultés avec la santé mentale, quel est l'impact sur le business sur ton l'impact, il est excessivement important. Moi, si j'avais pas eu mon associé, accessoirement mon mari... parce qu'il a été solide sur les 2 plans. Je lui dis pas trop parce que je veux pas qu'il s'envole trop, mais je lui dis de temps en temps. S'il écoute, merci beaucoup. Mais franchement, il était extrêmement solide. C'est-à-dire que si j'avais été seule dans cette boîte et que j'avais eu cette période-là, comme j'ai ma dark place là qui a duré 1 an et demi, je sais pas comment j'aurais fait.
probablement que j'aurais été chercher encore plus de résilience et encore plus, j'aurais fait des crises d'angoisse en journée et la nuit, je me serais battue, etc. Mais là, Greg, il a géré pendant que moi, j'allais pas bien, quoi. Donc, pendant que j'étais pas là, j'étais pas bien, j'étais hors service, quoi. Oui, bah oui. Je pouvais rien faire. Oui. J'étais incapable. Je me mettais devant mes feuilles, devant mes trucs, je me disais, j'arrive pas à me concentrer, je suis pas là, je suis là, mais je suis pas là. Donc, j'ai pris 3 mois où je venais au taf, hein, parce que je voulais pas rester à la maison. Oui. Mais je ne faisais rien, où j'étais là, je regardais un peu, j'étais un peu dans un... Mais en même temps, quand tu dors pas, je te disais, c'est une forme de torture. Bah oui, donc, t'es un peu en déphasage. C'est comme si t'étais dans un... Tu vois les gens, ils bougent, ils parlent, les trucs, mais tu... Voilà. T'es déconnecté, quoi. Ouais. T'es à double vitesse. Ouais. Et donc, franchement, d'avoir un associé solide, d'avoir un compagnon solide, quand je me réveillais au milieu de la nuit en disant, Greg, il faut que j'aille taper un footing. Maintenant, il est 1h30 du matin. J'ai chaud. Et il faisait au moins 4 degrés. C'est genre comme maintenant. Et il me disait, c'est pas normal. C'est quoi? Viens, mets ta veste, on y va. Et j'allais taper un footing à 1h30 du matin. Je veux dire, je me disais, mais tu vois, ça a duré longtemps quand même. Tu vois, il aurait pu me dire à la fin, écoute, tu me casses les couilles, merde. Tu vois, débrouille-toi, moi je me lève pas. Et jamais, essayez de vous trouver un mec bien, parce que c'est important. Ou une meuf bien, enfin peu importe. Quelqu'un qui soit là pour vous quand c'est compliqué. Oui, d'être entouré, ça joue énormément. Ouais. Puis aussi, il y a eu beaucoup la question des limites, tu sais. Moi, il y avait des gens qui m'appelaient pour me dire « Alors, je vais te dire, tu sais ce que... » Je fais « Stop, je vais t'arrêter tout de suite. Tu ne vas rien me dire, ça ne m'intéresse pas, ça me fait pas du bien. Donc, je t'arrête. » Et les gens disaient « Oh, elle a changé, Fatima, purée. » Parce que, tu sais, moi, je suis la meuf, t'écoutes tous les histoires. Et quoi? Ah, ouais, hein. Et là, c'était non, quoi. Je ne pouvais plus. Mais c'est bien d'avoir pu le faire. C'est toujours simple, mais j'ai plein de questions. Enfin, tu vois les onglets là qui pop-up chaque fois que tu dis un truc. Mais on arrive déjà à la fin du temps qu'on a. Est-ce que tu aurais un dernier conseil bien-être pour les entrepreneurs qui nous écoutent? Donc, mon conseil, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous physiquement. Mangez bien. Prenez soin de vous mentalement. Mais les deux sont liés. Les deux sont intimement liés. Vraiment, et c'est sous-estimé, mais vraiment, oui. Donc c'est pour ça que moi, on me dit « Ouais, mais attends, tu vends des produits bio, etc. Pourquoi tu parles de santé mentale ?» Mais parce que c'est lié, les gars, vous êtes sérieux, quoi. Et je l'ai vécu dans ma chair. Oui. Donc, prenez-vous des petits déj protéinés. Les filles, évitez de faire jeûne intermittent. C'est surtout étudier sur les corps masculins. Si vous voulez jeûner, faites des jeûnes d'une journée complète. Faites des vrais jeûnes, pas des... Mangez protéiné. N'évitez pas à tout prix le gras. Choisissez des bons gras, des huiles d'olive, de l'avocat. Mangez au moins une fois par semaine des petits poissons gras. C'est excellent pour justement vos hormones, votre équilibre hormonal, votre stress, le cortisol, etc. Marchez, essayez de marcher tous les jours. Même des petites balades, même en ville, on s'en fout. Mettez votre parka, votre truc, marchez une demi-heure, 40 minutes, ça va vous vider l'esprit. Faites un petit peu d'activité physique. Même pas de sport, faites un petit truc comme vous pouvez devant YouTube ou n'importe quoi, faites un peu de yoga, peu importe. Vraiment, prenez soin de vos corps. Si vous n'avez pas de thunes, il y a moyen de faire des trucs pas chers, comme je disais justement, pas besoin d'aller à la salle. Essayez gavez-vous de fruits et de légumes. Essayez d'avoir des produits basiques mais bons pour vous plutôt que d'acheter des trucs transformés. Ça ne fait pas du bien. Et votre santé mentale ne s'en sentira que mieux. Oui, clairement. Merci pour ces conseils spécifiques. Et effectivement, moi, c'est quelque chose dont je parle souvent, c'est la base, en fait. C'est l'alimentation, la respiration, bouger, pas forcément faire du sport, mais bouger et dormir et le sommeil. Et déjà, si ces 4-là sont... Et boire suffisamment d'eau, hein, ça rentre dans l'alimentation. Mais si déjà cette base-là est bien, il y a la majorité des problèmes de santé mentale qui partent, quoi. Et je rajouterai un tout petit truc qu'on néglige, parce que moi, je l'ai négligé et je l'ai découvert pendant que j'allais pas bien, c'est l'importance de se complémenter. Parce que moi, une des premières choses que j'avais faites, c'est de faire une prise de sang. Et je me suis rendu compte que j'étais full carence. Et en fait, ma doc m'a dit, mais tu sais que si tu manques de fer, c'est normal que, que tu sois dans une espèce de truc dépressif. Je fais quoi? What? Mais quel est le rapport? En fait, il y a des carences en fer, en magnésium. En général, on n'est pas carencé en magnésium, mais on a tous et toutes besoin de magnésium. Allez-y, les plus grands chimistes le disent, des biologistes que je connais. Je vous conseille d'ailleurs NutraStream, qui est un super compte. Il est biologiste, je pense. Et il en parle tout le temps, des compléments alimentaires. Donc, zinc, c'est vraiment des choses... Essayez d'aller voir votre doc.
faites une prise de sang et voyez ce dont vous avez besoin parce qu'il y a aujourd'hui, dans notre alimentation moderne, il n'y a pas suffisamment de certains nutriments. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des compléments alimentaires. Et ça ne peut vous faire que du bien parce que, effectivement, comme tu dis, quand on ne dort pas, tout se déraille et parfois, c'est aussi lié au fait de pouvoir, par exemple, prendre du magnésium avant d'aller dormir, du zinc en journée, de la vitamine D, etc. C'est vraiment des basiques. On ne va même pas chercher très, très loin, quoi. Non, c'est ça. Super. Bah écoute, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Je te mettrai les infos de Fatima et de Vidya en barre d'infos. Tu y trouveras également les coordonnées de Nazali. Comme toujours, si tu penses que cet épisode peut inspirer quelqu'un, s'il te plaît, distribue un peu de bonheur et partage-le lui. Et enfin, je t'invite à mettre 5 étoiles pour le podcast et à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Prends bien soin de toi et moi je te dis à bientôt.